Une crise, c'est pas comme dans les films hollywoodiens, hein. C'est pas tout aseptisé avec le sourire ultra bright. Comment on s'adresse à une personne quand on la rencontre la première fois? Je vous pose la question, on lui dit bonjour, on se présente à lui. Et un terroriste, on va se présenter pareil. C'est-à-dire qu'on va dire bonjour, je m'appelle un tel, je suis la personne chargée de prendre contact avec vous. On n'a pas pu prendre contact au départ, on ne pouvait pas prendre contact avec l'hostile de l'hypercachère parce que les médias d'une chaîne concurrente qui gère pas la frénésie de l'information continue essayaient d'avoir le scoop, donc essayaient de prendre d'assaut les lignes téléphoniques. Lui, il voulait nous parler, sûr. Nous, on voulait lui parler, sûr, mais on ne pouvait pas. Bonjour, je suis Frédéric, ex-chef de groupe au RAID. Je suis intervenu notamment sur l'hypercachère et je suis là pour vous parler du métier de négociateur. J'étais fonctionnaire de police jusqu'en septembre dernier. J'ai eu un parcours assez atypique parce que je commençais comme éducateur, comme quoi toutes les routes mènent à Rome. J'ai travaillé avec des populations assez compliquées, notamment avec beaucoup de mineurs et des mineurs avec des problèmes d'inceste. C'est ce qui m'a poussé à rentrer dans la police pour avoir un côté plus répressif, notamment vis-à-vis je voulais rentrer aux mineurs, en fait. C'était mon objectif premier. Et c'était donc l'idée de base pour entrer dans la police. Puis ensuite, ça s'est pas fait. Au cours de différentes rencontres, j'étais amené à faire du terrain, donc dans la rue à chaque fois, ensuite en brigade anticriminalité, et puis après, j'ai intégré le RAID. Uniquement grâce à des rencontres et en passant des tests quand même. Alors j'ai travaillé 24 ans au RAID et j'ai passé 15 ans à l'intervention et ensuite j'ai passé 5-6 ans comme négociateur, instructeur formateur négo et puis ensuite j'étais chef d'un groupe opérationnel. Alors l'idée de devenir négociateur, dans une carrière il y a souvent des opportunités qui se présentent. Vous les saisissez, vous ne les saisissez pas. Il se trouve qu'à ce moment-là, je pensais à pas avoir fait le tour de l'intervention parce qu'on fait jamais véritablement le tour de l'intervention, mais je sentais que j'avais une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Et ça me plaisait. Ça me permettait également d'avoir une vue périphérique d'une crise. On a très souvent coutume de dire que l'intervention est derrière la porte. Bien sûr, elle va la casser, la franchir. Mais la négociation est psychologiquement, c'est bizarre, mais est dedans. C'est-à-dire quand vous êtes au téléphone avec la personne, l'hostile, vous êtes complètement avec lui dedans, dans la pièce. Ce qui fait que vous avez comme une espèce de caméra au-dessus et une vue de la crise qui est périphérique. Et ça, c'était plutôt intéressant, premièrement. Deuxièmement, ça m'a permis d'apprendre un nouveau métier, de rencontrer des gens, d'aller voir des unités sur la gestion de l'humain. Et alors c'était pas véritablement un choix prévu au départ, mais il y a une espèce de cohérence dans toute ma vie sur le fait de côtoyer l'humain et de le gérer tant bien que mal. Pour apprendre à être négociateur, déjà vous allez, en tout cas ça a été mon cas, c'est pas toujours le cas mais je le déplore, repasser des tests, voir si vous êtes, c'est pas parce que vous venez de l'intervention que vous êtes forcément prédisposé à faire de la négociation. Pour devenir négociateur, vous allez suivre tout un cursus de formation au sein même du service. Ensuite, moi j'ai eu le privilège comme je me débrouillais pas mal en anglais, de pouvoir partir étudier à Scotland Yard, qui pour moi, toujours, est la meilleure école au monde de négociation. J'étais bluffé par leur pragmatisme. Et puis, j'ai eu aussi un extrême privilège, c'est-à-dire que j'ai un chef de groupe qui était extraordinaire à cette époque-là, qui m'a donné la chance d'aller à Quantico étudier avec le FBI pour voir comment ça se passait. Ce qui fait que ce qu'on apprend, on apprend l'humilité et comme quoi la négociation est vraiment un outil au service de la crise. Ni plus, ni moins. On est dans une société hiérarchisée et qu'il faut écouter les ordres qu'il y a au-dessus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout savoir, on n'est pas l'étendeur de toutes les informations. Il y a une discipline, il y a une structure pyramidale qui est là pour qu'on soit beaucoup plus efficace sur l'intervention et qu'on gagne du temps. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le second point, bien, vous allez étudier un petit peu de psychologie. On ne va pas faire de vous un psychologue, mais on va vous donner quelques clés pour comprendre un peu le genre humain
et pourquoi ces personnes-là disconnectent à un moment donné. Troisième point, on va vous donner des tips pour pas forcément gagner du temps, parce que le temps va être une variable d'ajustement dans la crise très importante, mais comment vous positionner, comment pouvoir accrocher la personne, comment travailler à un premier contact, et au fur et à mesure de l'écoute, parce que on dit d'ailleurs que l'écoute est notre arme, hein, c'est la devise au groupe Négo, c'est le fait d'écouter cette personne-là, de prendre du temps, on va créer du rapport, se connecter, arriver sur ce qu'on appelle, c'est l'escalier comportemental, on va surfer sur les marches de la confiance ensuite, pour se rapprocher de la personne. Ça ne veut pas dire qu'on s'en fait un copain, hein, mais on se rapproche de lui, on a une écoute particulière. Le fait de se rapprocher, alors pas tout le temps, hein, des fois ça marche pas, et quand ça marche pas, on envoie l'intervention. Quelquefois, ça peut marcher, même à une certaine époque, ça marchait beaucoup. Ça marche un petit peu moins maintenant pour tout un tas de raisons, mais ne pas utiliser la négociation sur un type de crise, ou en tout cas dans notre pays, ça serait complètement contraire à nos valeurs démocratiques, véritablement. La première négociation, pour moi, au RAID, ça a été l'hypercachère. Et encore une fois, je veux le redire, je n'étais pas négociateur directement là-dedans. Une crise, c'est un bordel qu'on organise. Sans ça, c'est pas une crise. Sans ça, c'est comme un exercice ou c'est comme à l'entraînement. Il se trouve que là, les rôles n'étaient pas définis, notamment sur l'hypercachère. Ces rôles se sont définis, les rôles d'équipe, qui fait quoi, ça s'est défini petit à petit. Et moi, j'ai donc embrassé le rôle de leader coordinateur. Alors, c'est très pompeux comme mot, mais c'est la personne qui est à l'extérieur qui va gérer les tiers bloquants ou facilitants, les gens qui peuvent faciliter la négociation ou la bloquer, qui peuvent éventuellement apporter des informations supplémentaires ou éventuellement nous aider à influer sur la personne d'en face. Le leader coordinateur, c'est la personne qui va faire le lien entre le PC négociation et le PC opérationnel, c'est-à-dire qu'il va aller directement auprès du leader opérationnel, le chef du RAID, pour prendre les informations, les instructions, parce que la négociation, c'est pas un bateau qui navigue à l'aveugle. C'est un bateau qui va naviguer sous les ordres du leader opérationnel, avec une thématique négociation, avec un cap de négociation, mais le cap qui prend le pas, c'est le cap opérationnel. Il faut que ça le reste. Je revenais d'avoir étudié à Scotland Yard, donc ça n'avait pas été une sinécure parce que c'est quand même pas ma langue maternelle, l'anglais. Quand je sors de ces 2 semaines, je suis un petit peu crevé et puis je prends quelques jours de congé. Et le contexte nous rattrape, il y a eu Charlie Hebdo. J'ai été rappelé sur mes vacances pour faire des relèves parce que le service, tous les groupes d'intervention travaillent énormément, H24. Donc il a fallu du 109, des relèves. Donc j'en ai fait partie. J'avais pas fait de négociation encore. Bon, même si les 15 années derrière la porte m'ont permis de voir un peu ce que faisaient les négociateurs, hein, quand même. Et puis on m'a demandé d'intégrer un groupe et de partir dans la région de Damartin, où on a retrouvé les frères Kouachi. Parce que le secteur avait été divisé, une partie pour le GI, une partie pour la BRI, une partie pour le RAID, enfin chacun pour essayer d'être le plus efficace possible. Il y avait donc la recherche de ces 2 personnes qui avaient assassiné les journalistes à Charlie Hebdo et qui avaient pris la fuite. On avait plus ou moins identifié un secteur, donc on était là-bas à la recherche, et je pars avec une équipe là-bas. Donc là, le sentiment, il est plutôt détendu parce que il y a aucune pression, on est plutôt en groupe, c'est plutôt sympa d'aller travailler, de bosser, enfin c'est pour ça qu'on est rentré, quoi, on est plutôt content. Je me souviens, après une nuit, on a entendu que les frères Kouachi avaient été repérés à l'imprimerie. Il y avait eu un échange de coups de feu avec une brigade de gendarmerie. Et comme nous étions les plus proches, nous nous sommes rendus directement. On était le premier groupe d'intervention sur place. Mais comme c'était une zone gendarme, c'est le GIGN qui, bon après c'est de la politique à entrer en compte, mais qui devait intervenir. Donc on a bloqué les lieux, on a gardé les lieux en attendant que le GIGN arrive. Et on s'est placé en force concurrente. La force menante, c'était le GIGN à ce moment-là. Là, pour l'instant, la pression, elle est pas énorme. Disons qu'il y a une petite pression quand même quand on sait que les frères Kouachi sont là-bas. Parce que je me dis, je suis négociateur sur place, donc pour une première, ça serait plutôt coton, quoi. Et bon, tout de suite, le GI revient. Alors, il y a une part de frustration quand même, parce qu'on aurait bien aimé faire l'affaire. Et le GIGN arrive, puis on est aux ordres, donc on laisse le terrain.
Et là, on va me dire qu'il y a, effectivement, on a des informations qui nous arrivent en disant comme quoi il y a une prise d'otage qui vient de se produire du côté de l'hypercachère, que la BRI se rend sur place puisqu'elle est proche. Nous étions de l'autre côté, là-bas, dans le nord. Moi, on me demande de partir avec une équipe, en tant que négociateur, avec une équipe d'intervention, d'aller sur place pour travailler à la négo et travailler avec la BRI. Là, la tension, elle remonte parce qu'on se dit, ça y est, je vais repartir, mais c'est une tension qui est très légère. Hein. C'est juste une part d'excitation. C'est à la limite la tension qu'il faut pour être opérationnel, je dirais. Et puis en cours de route, on va apprendre que c'est une opération terroriste connectée, que c'est avec une population de confession israélite, donc une population politiquement assez sensible, dans un grand volume. C'est toujours plus facile de gérer une prise d'otage dans des toilettes que dans un grand volume comme celui-là, comme l'hypercachère, avec différents niveaux. Et il faut travailler avec un autre service, c'est un service qu'on connaissait, parce que ce service faisait partie, comme nous, de la force d'intervention de la police nationale. Ce sont des gens qu'on formait également à la négociation. C'est des gens avec qui on échangeait beaucoup. Et après, c'est des gens qui nous aidaient à faire les formations. Donc on a eu un lien, on a toujours eu un lien très étroit avec la BRI. Mais c'est pas les gens avec qui on s'entraînait beaucoup. Donc c'est une pression supplémentaire. En fait, là, la pression, elle s'élève pas mal. Ça fait beaucoup, là. Ça fait beaucoup de paramètres qu'on maîtrise pas. Et là, on est véritablement dans une crise. Donc effectivement, la pression est assez forte à ce moment-là. Encore une fois, hein, une crise, c'est pas comme dans les films hollywoodiens. Hein, c'est pas tout aseptisé avec le sourire ultra bright. C'est un vrai bordel quand vous arrivez. C'est-à-dire que non, les tentes, elles sont pas placées. Hein. C'est un bordel de voitures. C'est un capharnaüm entre la panique des gens, entre tous les gens qui sont sur place et qui n'ont rien à y faire, tout le ménage qu'il y a à faire, parce que avant de gérer la propre crise, il y a une crise dans la crise. Hein. C'est un terrain que vous avez perdu. Déjà que vous avez perdu, d'un point de vue logistique, il faut reprendre le terrain, ne serait-ce que où on va stationner les voitures, se faire de la place, reprendre le terrain tout en sécurité. Ensuite, c'est voir les partenaires, qui est sur place, qui a à en jouer et qui doit partir, et rapidement. C'est se confronter également avec des autorités qui n'ont pas à être sur place, c'est se confronter avec des gens qui travaillent pour la mairie de Paris, par exemple, qui n'avaient pas à être sur place. Il faut faire un ménage. Alors il faut montrer de diplomatie, mais de fermeté, parce que le vrai travail est de l'autre côté, et puis on a du mal à le commencer. Donc il faut commencer par ça, et puis ensuite il faut se structurer entre services. Qui fait quoi, pour pas que ce soit le bordel. Et une fois qu'on a une bonne direction, ça prend un peu de temps tout ça, une fois qu'on a repris le terrain, on peut véritablement commencer à travailler. Les priorités immédiates, c'est 1, stabiliser le terrain, 2, et ça très vite parce que c'était pas le cas, c'est d'arriver à trouver un PC digne de ce nom pour pouvoir mettre une équipe et pas une personne ou 2 personnes, parce qu'un négociateur ne peut pas travailler seul, notamment justement pour gérer cette pression, il y a toute une équipe derrière, avec un psy, avec des gens qui vont travailler les tableaux d'information, des gens qui seront sur le board, c'est-à-dire d'écrire toute la timeline, des gens qui sont sur tout l'aspect stratégique. C'est une vraie usine à gaz, et qui va travailler dans le silence, qui va travailler tant bien que mal, parce que des fois on travaille, on commet des erreurs, hein, c'est comme ça qu'on apprend, et qui va travailler ensemble, comme ça. Donc une fois qu'on a gagné cette phase de gagner de terrain, lorsqu'on doit accrocher la personne, c'est déjà la phase de présentation et la phase d'écoute. C'est de se dire pourquoi là, ici et maintenant, qu'est-ce qu'il y a. Et je les ai plus vraiment en tête là parce que j'ai lâché le truc, mais c'était, je crois qu'ils voulaient, c'est souvent à peu près les mêmes. Alors j'ai plus revu les notes, mais c'était souvent c'est je vais parler au président, je crois que c'était je veux la libération de tous les prisonniers. C'est des revendications pour gagner du temps, parce que lui souhaite étirer la crise. Étirer la crise pour le terroriste, ça lui permet d'avoir une tribune beaucoup plus longtemps. Ça permet d'étirer également l'horreur, et c'est ça en fait le terrorisme, hein, c'est apporter la terreur un petit peu dans les foyers, un petit peu partout. Voilà, et de permettre de pouvoir dire voilà, je fais peur, voilà, j'existe, voilà, je suis un combattant, parce que véritablement c'est comme ça qu'il se voit, hein, en soldat. Alors je dis pas qu'il faut être d'accord avec ça,
Mais c'est important de savoir comment lui il fonctionne dans sa tête. Donc si lui se prend pour un soldat, bon ben ok, il se prend pour un soldat. Il se considère comme soldat. Ben, d'ailleurs, il fait la guerre, donc à la limite, ça se défend, ce qu'il dit. Et là-dessus, on peut peut-être essayer de travailler sur des valeurs notamment pour, alors moi je suis pas soldat, je suis pas militaire, mais on a certaines valeurs qui s'en rapprochent au sein de l'intervention. On peut peut-être essayer, moi le but c'est d'essayer de trouver des points d'accroche, voilà, pour pouvoir échanger avec lui. Comment on s'adresse à une personne quand on la rencontre la première fois? Je vous pose la question, on lui dit bonjour, on se présente à lui sur des présentations normales. Et un terroriste, on va se présenter pareil. C'est-à-dire qu'on va dire bonjour, je m'appelle un tel, je suis la personne chargée de prendre contact avec vous. Est-ce que vous m'entendez? Ou bonjour, je suis monsieur responsable ou négociateur auprès de la BRI ou du RAID ou du GI, enfin peu importe. On va se présenter de manière classique. Parce qu'en face de nous, on a quoi? On a un ancien bébé. Hein. Et c'est pas parce qu'il est terroriste qu'il vient de la planète Mars. C'est tout le problème du terrorisme, c'est qu'il y a une telle pression. Vous savez, 80% de nos décisions, elles sont prises par nos émotions. Et quand on rajoute cette pression extérieure, médiatique, politique, technique et culturelle, ben on en fait un terroriste, un martien. Et en fin de compte, très souvent le terroriste, alors attention, hein, je suis pas en train de dire qu'il n'est pas dangereux, hein, mais c'est une personne qui sera avec un couteau, c'est une personne qui sera avec une hache, avec une ceinture d'explos. Bon là, il y avait 27 bâtons de dynamite quand même dans un sac. Hein. Cette personne, on s'adressera pareil. C'est un vrai travail d'équipe. Hein. Et d'ailleurs, normalement, on introduit l'équipe également. On s'introduit pas uniquement en disant « Bonjour, je m'appelle Tartampion, je suis là pour négocier avec toi ». Mais on introduit l'équipe en disant « Je fais partie d'un groupe qui est autour et voilà, on est là pour négocier, mais essayer pour comprendre, et on va essayer de trouver de l'accroche parce que ça révolte les gens qui ont souffert dans leur chair ou les gens qui, techniquement, ne comprennent pas qu'on mette un négociateur et qu'on laisse la possibilité aux terroristes de sortir pacifiquement. J'entends aussi le fait de se dire on aimerait bien lui couler une dalle de parking dessus et puis terminer. Sauf que on n'est pas décideur du système judiciaire, on n'est pas décideur du système d'État. On a un État, nous, qui est démocratique, et on a un État qui fonctionne avec des règles. Et implicitement, ces règles propulsent la négo en front line. Ce qu'il faut que les gens comprennent également, et ça c'est vraiment vraiment important, j'insiste sur le sujet, négocier avec un terroriste, lui donner la possibilité de sortir pacifiquement. Juger par exemple Salah Abdeslam, qui a laissé sa ceinture parce qu'il s'est pas senti sur le moment se faire sauter, parce que c'est ça la réalité. Bien, juger un terroriste, c'est ce qu'il y a de pire pour les bases arrières des terroristes. C'est ce qu'il y a de pire parce que eux, ils veulent absolument opposer du dur à du dur. Ils sont dans l'affrontement complet. Et ils nous incitent justement à descendre sur un affrontement global, complet. Sauf que nous, il n'y a pas de problème pour les affronter. Hein. C'est pas ça le problème. Techniquement, ça se fera si tel est leur souhait. Mais on va quand même garder notre système, parce qu'ils veulent changer ce système de pensée, ce système d'État, ça leur correspond pas, ils sont pas d'accord là-dessus. Nous, on n'est pas d'accord non plus. Et nos ordres, c'est de garder un peu ce système-là. La négociation, la possibilité, si la personne se rend, d'être jugée, c'est ce qu'il y a de pire comme atteinte au niveau de la base arrière des terroristes. Et ça, les gens, la plupart du temps, ne le comprennent pas. C'est vrai que directement, on aurait tendance à dire, je préférais le voir mort, je préférais le voir... ouais, ça serait beaucoup plus simple. Mais c'est plus complexe que ça, et on leur fait plus de mal, justement, en gardant ce système-là. Mais, et c'est tout le paradoxe de l'histoire, il faut que notre système soit fort. Et c'est là où là, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. On n'a pas pu prendre contact au départ, on ne pouvait pas prendre contact avec l'hostile de l'hypercachère parce que les médias d'une chaîne concurrente qui gère pas la frénésie de l'information continue, essayaient d'avoir le scoop, donc essayaient de prendre d'assaut les lignes téléphoniques. Lui, il voulait nous parler, sûr. Nous, on voulait lui parler sûr, mais on pouvait pas. Et on a pu, grâce à, justement, là, c'était mon boulot, de gérer les tiers. Les tiers, c'est-à-dire les personnes qu'on devait analyser comme étant potentiellement utiles ou pas utiles pour la négociation ou pour la résolution de la crise. Et l'une d'entre elles, c'était le beau-frère d'un des otages qui avait gardé
son téléphone à l'intérieur. C'est le paradoxe de la situation d'ailleurs, hein. Il y a pas mal d'otages qui avaient, l'hostile leur avait laissé le téléphone. Et l'hostile a laissé passer des messages, enfin, comme quoi lui il voulait parler. Donc en fait, moi j'ai une personne qui se présente à moi après avoir été checké sur plan sécuritaire avec un téléphone en disant ben le terroriste voudrait vous parler. Ce qui est assez incroyable quoi sur le moment. On se dit mais c'est un sketch. Et donc on identifie le gars, on essaie de voir la véracité de ses dires, et puis on s'aperçoit que c'est vrai. Donc ce téléphone, je vais le passer directement à mon collègue qui était numéro 2 de la négo dans le PC négo, et surtout on va le passer à notre collègue de la BRI qui était numéro 1 sur donc le négociateur. On appelle le numéro 1, c'est la personne qui va parler. Le numéro 2, c'est la personne qui va gérer le numéro 1, qui va lui passer les idées, qui va lui passer les tips. Voilà, c'est ça un peu. Et donc parce que c'est un véritable travail d'équipe la négociation, c'est pas l'effet que d'une personne. Contrairement à ce que pas mal de gens peuvent penser, y compris dans nos propres rangs. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a pu prendre contact avec cette personne. Mais il faut comprendre qu'il y a on est sur le fil du rasoir là. Et que juste pour une histoire de pognon, de bloquer les lignes téléphoniques, eh bien ces gens ont mis en danger la vie des otages qui avaient à l'intérieur, des femmes, des enfants, des bébés, et puis on a un type qui est plutôt impatient, plutôt en totale rupture avec le système. Il n'est pas stable, le gars. Hein. Donc, lui amener cette nouvelle instabilité, on sait rendre service à personne, et surtout, c'est mettre en danger la vie de mes amis de la BRI ou de mes amis, de mes frères du service, quoi. Qui est, on fait pas de statistiques sur est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher. En tout cas, pas au début. Au début, on va négocier, et même tout au long, on va négocier comme si on pouvait le sortir. Ce qui va nous bloquer dans notre négociation, c'est quand le leader opérationnel, pour des raisons techniques et ops, va dire à la négociation, top, il y a un rouge, maintenant vous arrêtez, place à l'assaut. C'est plutôt pendant la négociation, peut-être à la fin, quand on a épuisé pas mal de techniques, pas mal de sujets, pas mal de possibilités, parce qu'il y a pas mal de techniques justement pour essayer d'approcher la personne. À ce moment-là, peut-être que on le voit pas mal sur les suicidaires d'ailleurs, c'est un système de boucle hein, de négociation. Quand on a fait une fois la boucle et puis que la personne a failli passer à l'acte, on recommence la boucle, on recommence encore une troisième fois la boucle, puis qu'on sent qu'on n'y arrive plus. Là, effectivement, le négociateur peut dire, et ça, c'est la force d'un vrai négociateur, c'est de pas se prendre pour banane. Et puis de se dire, bon ok là, ça sert absolument à rien ce que je fais. Il faut que j'en rende compte au leader opérationnel pour dire, on n'y arrive pas et on n'y arrivera pas. Voilà. Et là, le leader opérationnel nous dit, soit vous continuez, soit bah, vous le tenez le temps qu'on prépare l'assaut. Il y a eu un travail de stabilisation par rapport à la vie des otages, mais attention, hein, une négociation sur du terrorisme, ça n'a rien à voir avec une négociation avec un suicidaire ou un forcené. Ça, c'est des vraies négociations. Je dis pas que c'est pas une négociation, je dis pas qu'il faut pas la faire. Mais les négociations avec les terroristes, c'est des petits échanges courts, très courts. C'est très compliqué de pouvoir tenir. On en fait très souvent tout un plat, et trop souvent, je le déplore, on met très à l'honneur la négociation sur le terrorisme, et je trouve pas assez les négociations sur les suicidaires ou dans le métier même de négociateur, encore une fois, hein, ou la négociation sur les forcenés. Vous allez avoir des négociations d'une nuit. Alors, il y a eu des négociations de 32 heures avec certains terroristes, etc. Je l'entends. Mais après, non, après, c'était plus comme ça. Une négociation avec un terroriste, elle est très courte, très courte. Surtout avec le suicidaire, il y a une dimension humaine il y a une connexion qui est à double tranchant. C'est-à-dire que je connais personne, aucun négociateur qui a négocié avec des suicidaires, qui ne se soit pas trouvé, alors je dis pas, on va pas faire psychothérapie, mais impacté. Ouais. On est impacté sur le moment parce qu'il y a un véritable échange sur le moment. Il y a un véritable échange sur le moment, et la personne n'a tué, en fait, la personne qui va se suicider n'a tué personne. Bien souvent, elle est en haut d'un viaduc, elle est en haut d'un pont, de la bibliothèque, de la Tour Eiffel, elle veut sauter ou elle veut prendre des médicaments chez elle, etc. Ce qui fait qu'il y a quand même une dimension d'empathie différente.
forcément. C'est très compliqué, surtout dans le premier contact. Le premier contact, c'est difficile parce que on se présente sur une personne qui souhaite pas nous voir, puis c'est une personne qui a réfléchi au fait d'en finir depuis des années. Parce qu'il faut être sûr de ça. Le suicidaire qui veut se mettre en l'air en disant qu'il y a pensé il y a 2-3 minutes, ou ce qu'on appelle un suicide réactif, non. Vous vous sentez pas bien à l'âge de l'adolescence, par exemple. C'est un gros lieu commun, mais... et puis vous dites, tiens, vous êtes un peu bleu un soir d'hiver, et vous dites, ben, tiens, si je me foutais en l'air, là, ça serait terminé. Vous y pensez pas sérieusement, une fois. Et puis après, je sais pas, moi, au cours de l'adolescence, on prend un exemple d'un garçon, ça marche pas trop avec les filles, par exemple. Il essaye, il prend plusieurs bâches, et bah, la plupart ont une capacité de résilience, et puis de pouvoir remonter. Il y en a qui l'ont pas, donc il va se dire, bah tiens, je suis pas beau, ça va pas, je vais peut-être penser 2 fois au suicide. Et petit à petit, au fur et à mesure de chaque échec, il les prend véritablement comme un échec, mais terrible, insurmontable, et il se sent pour plein de raisons pas en souffrance, c'est ça. Hein. Et l'unique solution, il y a réfléchi plein de fois, et l'unique solution pour lui, c'est de se foutre en l'air. Et cette idée de suicide va se cristalliser petit à petit, jusqu'au jour où on appelle ça le coq, là, le comment, le où et le quand. C'est comment je vais le faire, où je vais le faire et quand je vais le faire. Une personne en crise, je l'explique souvent comme ça, c'est un ballon, comme un ballon. Et là, lorsque vous arrivez en tant que négociateur au premier contact, soit ça se passe mal, vous avez été l'aiguille, vous l'avez fait exploser, c'est le type qui va suicider, c'est le terroriste qui va passer à l'acte. Ça sera pas de votre faute, même si vous avez été le plus professionnel possible, il y a quelques fois ça va se passer comme ça. Et puis, au fur et à mesure de la négociation, l'idée c'est de dégonfler le ballon. Parce que il faut bien comprendre qu'une personne en crise, qu'elle soit terroriste, suicidaire, forcené, je sais pas moi, vous lui apportez une solution du genre 2 plus 2 ça fait 4, c'est évident, 2 plus 2 ça fait 4. Mais quand le mec ou la femme est prête à exploser, c'est-à-dire que le ballon est prêt à péter, elle n'est pas en capacité d'entendre votre solution qui est évidente. C'est une vraie lapalissade. Donc, pour placer cette solution, c'est pour ça quand on arrive, genre, Jacqueline t'a quitté, alors ça va, une de perdue, 10 se retrouve dans un gros lieu commun. Bien entendu que c'est pas ce qui se passe. Mais apporter une solution complètement débile comme ça, même une solution hyper évidente, la personne qui est prête à exploser, pas de mauvais jeu de mots avec le terroriste, mais la personne qui est, je parle de l'image du ballon, effectivement, elle n'est pas en capacité d'entendre vos solutions logiques. Donc il va falloir dégonfler ce ballon. Et dégonfler ce ballon, c'est par l'écoute. On va l'écouter, on va prendre du temps. Et humainement, avec un suicidaire et avec un forcené, un suicidaire, il y a une dynamique empathique justement en ricochet, qui est hyper dangereuse pour le négociateur d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on travaille en équipe également, pour pouvoir débriefer à la fin. Et donc, vous dégonflez le ballon, et vous allez pointer l'idée de doute sur le suicide. C'est-à-dire qu'imaginez la personne a pris une petite vie pour y penser à son suicide, elle est sûre. Elle se dit, non, c'est aujourd'hui, c'est là que je le fais. Elle est là, au viaduc, elle est prête à sauter, et vous avez la chance de pouvoir vous rapprocher. Ah, c'est le premier contact, c'est compliqué, mais vous n'allez pas aller trop près d'elle. C'est trop près d'elle, instinctivement, vous allez essayer de l'attraper, puis en essayant de l'attraper, vous partez avec elle, quoi. Ce serait quand même con. Ça vous gâchera le week-end. Donc, vous essayez de faire quelques pas de retrait, puis vous allez lui dire, écoute, moi, je vais pas aller plus loin. Déjà, le vide me fait peur, je suis pas à l'aise avec ça. Je vais m'asseoir ici. Vous avez le contrôle, faites ce que vous voulez. Ça va commencer comme ça. On essaie de gagner. Ça veut pas dire que ça marche, L'idée, c'est de faire ça. L'idée aussi, c'est de lui dire, ce que j'aimerais, c'est que le temps qu'on parle, là, c'est peut-être de faire un pas de l'autre côté du parapet. Moi, d'où je suis, tu peux, à chaque moment, tu as le contrôle, tu peux te foutre en l'air quand tu veux. C'est dans tes mains, mais par contre, il y a un truc de sûr, c'est que moi, tu m'as jamais vu. Et t'en as peut-être parlé de ton mal-être, tout ça, à d'autres, mais avec moi, on s'est jamais vu. Alors, peut-être que l'espace d'un instant, si tu veux bien avoir la gentillesse de pas... La personne qui va faire le pas de l'autre côté du parapet, c'est un pas qui est énorme. C'est un pas, elle a mis une vie à le passer, là. Alors, je schématise, bien sûr. Alors, des fois, ça marche pas. Des fois, c'est ouais, tu m'emmerdes et je saute. Des fois, on va arriver, c'est en bas déjà. Puis quelquefois, on a de la chance, on arrive à l'accrocher.
C'est pour ça qu'un négociateur, ça peut pas être une personne, jamais, jamais, ça peut pas être une personne qui est rentrée là juste parce qu'il y avait de la lumière. Ça peut pas être une personne, et ça je le dis à ceux qui veulent bien l'entendre, qui ils s'y reconnaîtront, qui sont rentrés juste pour faire du pognon après, parce qu'ils vont sortir des bouquins, ils vont faire des trucs, etc. Attention, hein, je crache pas sur le pognon, peut-être que je sortirai des bouquins aussi, j'en sais rien. Mais je pense qu'il faut véritablement avoir la fibre. Et c'est là où les anciens et les négociateurs formés vous font passer des tests. Vous ne pouvez pas être un fonctionnaire dans la négociation. C'est pas possible. C'est pas un frigo que vous allez vendre. Vous allez gérer de l'humain. Et l'humain, c'est impactant. C'est un sable mouvant. Vous êtes sable mouvant. Donc, une fois que vous allez poser le doute sur le suicidaire, vous allez essayer de le rentrer, de le rentrer, de le rentrer. Et en fait, vous serez la personne qui va l'empêcher de se suicider, mais au sens physique du terme. C'est-à-dire que quand si vous avez cette chance de négocier parce qu'il faut du temps, le temps c'est hyper important pour un négo. Vous avez du temps pour créer des liens. C'est pas que ça sera votre copain ou votre copine, mais créer des liens. Puis ces liens, vous les renforcez jusqu'à arriver au paroxysme du lien et de dire, ah ça y est, on est au stade de l'influence. L'influence c'est, bon bah t'es ok pour venir vers moi. Et la personne, souvent suicidaire, va paniquer, va se raccrocher à la rambarde, va trembler, va reprendre conscience de la situation, ou va passer le pas et puis revenir, ou au dernier moment va se dire non, et puis il va nous faire un dernier au revoir, et puis il va sauter. Ça fait partie du truc. Et puis après, vous rentrez avec ça, vous allez jouer au foot avec les gamins, ou faire du judo avec les gamins, plutôt du judo. Et puis il faut vivre avec ça. C'est vachement compliqué, mais les ordres, c'est de faire une rupture complète de contact avec la personne que vous avez sortie. Très très difficile. C'est très difficile, mais c'est important parce que les relations sont blousées. Imaginons un enlèvement. Un enlèvement, c'est fantastique à travailler également. Le RAID travaillait sur les enlèvements uniquement à l'étranger. Quand il y avait un ressortissant français enlevé, hors zone de guerre, mais des zones, des pays, c'est limite, c'était des guerres civiles, mais bon, pas les guerres véritablement avouées. Donc on était projeté là-bas. L'enlèvement, effectivement, la rupture, elle est fondamentale avec parce que soit vous la sauvez, vous êtes le bon Dieu, soit la personne a été tuée. Vous avez tout fait comme vous pouviez, mais la rançon, ça n'allait pas, ou je sais pas quoi, la personne était exécutée. Vous êtes le diable. Mais dans tous les cas, on dit que l'émotionnel prend 80% des décisions, mais là, vous imaginez, la personne, que ça soit la famille, ou que ça soit la personne que vous avez sauvée directement. Si vous êtes le bon Dieu, les relations, elles sont un peu faussées. Et ça peut amener à des choses qui sont pas fiables. C'est rendre service à la personne qui a été enlevée, de rompre. C'est très dur, hein. C'est dur autant pour elle que pour le négociateur. Mais c'est une véritable preuve de respect, parce qu'on sait que le fait de garder les liens, ça peut être compliqué après. Moi, j'ai pas voulu rompre, mais j'en ai parlé à l'équipe et l'équipe m'a soutenu là-dessus. C'est-à-dire que j'ai envoyé un message ou deux et puis c'était tout. Et ça s'est fait naturellement. Je me souviens pour la personne qui avait été enlevée, elle avait un petit, puis moi à l'époque j'avais un enfant en bas âge. Enfin, j'en avais deux, mais oui deux parce qu'ils se suivent. Et j'aime bien les gamins, donc je lui avais dit, moi j'avais pas eu l'occasion de voir son petit parce que on avait géré l'enlèvement chez elle, et donc le petit avait été mis dans la famille, et je lui avais demandé de m'envoyer une photo de quand elle serait avec son mari, avec sa famille, puis avec le petit. Et quand on l'avait sorti, ça avait été très compliqué, hein. On avait failli la perdre. Ben elle m'a envoyé cette photo-là. Normalement, techniquement, je dois couper court. Mais on en avait parlé avec l'équipe. L'équipe avait un petit sourire de circonspection et puis suivait ça de très près. Et ça s'est fait très naturellement et il n'y a pas eu de lien après, quoi. Voilà.